Mesdames et messieurs, nous avons à présent le grand plaisir d'accueillir au pupitre Monsieur le ministre Younes Khoury, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Président de la Région, Madame la Présidente du Conseil, Mesdames et Messieurs, chacun par son nom et par sa qualité. D'abord, je voudrais féliciter l'Institut Amadeus pour la 2e édition de la Global Growth Conference, une édition à laquelle j'ai eu le plaisir de participer l'année dernière et qui, en partant d'une réflexion très pragmatique, concrète, a vu le jour et s'est développée. Et ce qu'il y a de plus intéressant, au-delà des 4-5 premières rangées, qui apportent beaucoup au débat, ce sont les rangées 6 et plus de tous ces étudiants, de tous ces jeunes et de toutes ces personnes qui font aussi de la recherche et qui voudraient aussi élargir leur réseau, élargir leur champ de compétences et de connaissances. Et c'est pour ces gens-là que nous sommes là aujourd'hui. Donc on vous remercie encore une fois. Je vous félicite du choix de la thématique qui n'est pas facile parce qu'on se pose tous des questions aujourd'hui. J'ai lu, on va dire, le document de cadrage et on a pu recenser un certain nombre de questions que vous avez posées, auxquelles ce serait prétentieux de répondre, mais au moins d'apporter quelques éléments de perspective et peut-être compliquer encore plus la tâche en rajoutant des questions aux questions, ce qui est le propre de ce genre d'événement. Si on était dans un autre événement, on aurait parlé de façon beaucoup plus simple, mais la simplicité, hélas, ne résout pas les questions complexes. Il va falloir passer par une étape de conceptualisation qui est importante. Vous avez posé 4 ou 5 questions importantes. La première que j'ai recensée, c'est comment la fragmentation recompose-t-elle les règles du jeu. Et c'est un vrai sujet qui se pose aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président auparavant, ont présenté un topo assez large et nous avons d'éminents experts parmi nous qui connaissent bien les sujets, qui suivent bien les évolutions. Nous avons des experts nationaux aussi qui reçoivent, pas toujours de façon très agréable, les effets néfastes et les effets qui présentent des défis réels par rapport à l'ensemble des leviers de l'action publique, comme le budget par exemple. Vous avez posé une deuxième question, c'est comment faire du financement un instrument de souveraineté. Donc la question de souveraineté revient aujourd'hui de façon centrale. Et ça serait intéressant de délimiter ce qui relève de la souveraineté de ce qui n'en relève pas. Vous avez posé une troisième question. Quels enseignements du positionnement du Maroc? C'est l'intérêt aussi d'organiser l'événement au Maroc. De quoi dispose-t-on? Qu'est-ce que nous avons réussi? Et en quoi ce que nous avons réussi est-il transposable ou pas? Et naturellement, qu'est-ce qui nous manque? Parce que ça serait prétentieux de dire aussi que nous avons tout réussi. C'est le propre de l'humilité et de la posture de notre pays. Comment transformer le potentiel africain, naturellement, pour faire la jonction avec nos partenaires, nos amis et notre prolongement naturel, historique et humain, pour ne pas dire identitaire. En plus, naturellement, du rôle de la conférence. Donc, très rapidement, moi, je pense que pour le premier sujet, qui est celui de la fragmentation et des règles du jeu, commençons par observer un paradoxe. Nous parlons financement, nous actons tous qu'il y a de plus en plus de financement du nord vers le sud. Definitively, comme diraient les Américains, enfin les Anglais. Mais le sujet est aussi de se poser la question, est-ce qu'on cherche plus de financement ou est-ce que l'exercice à faire est plutôt de préparer les zones d'atterrissage
la direction ou les directions de ces financements, quel que soit leur type. Je pense que nous devons opérer un premier déplacement conceptuel de notre conception des financements, de leur impact et de ce qui est recherché par rapport à notre niveau de maturité. Et chaque pays, notamment africain, doit se poser cette question-là. Quand nous arrivons à mobiliser des financements qui sont orientés vers des projets critiques, vers des chaînes de valeur régionales, Riyad peut en parler de façon très précise avec des exemples très concrets que nous avons réussi dernièrement, des écosystèmes industriels. Je pense que l'équation se joue à ce niveau-là. Et donc il faut que notre conception de l'effort de mobilisation des financements ne se fasse pas au détriment de ce qu'appellent les militaires ou les industries militaires la destination finale. Et cette destination finale doit être minutieusement étudiée, autrement on passe, je dirais, à côté de l'effort qui est fait. Donc, si nous sommes habitués au paradigme des flux, à l'idée reçue des flux financiers, je pense qu'il faudrait qu'on passe tout de suite vers un autre concept qui est celui de l'architecture économique qui est capable de positionner ces flux-là là où il faut. Je vous donne un exemple. Il y a des investissements qu'on peut drainer, des FDI ou des IDE. Ils peuvent passer, ils peuvent donner lieu à des projets. Mais la question, c'est quel est l'impact de ces projets-là? Qu'est-ce qu'on en tire en termes de transfert de compétences? Qu'est-ce qu'on en tire en termes de transformation de l'écosystème et de l'environnement, y compris géographique, immédiat? Qu'est-ce qu'on en tire ou pas en termes de dégradation ou pas de nos ressources et notamment du facteur énergétique? C'est cela l'architecture économique qu'il faut préparer pour nos investissements. Donc aller de la logique des flux vers la logique de l'architecture qui va recevoir ces flux. Donc c'est un effort important en matière de fiscalité, en matière d'incentive, en matière d'organisation de ce qu'on appelle les politiques de contour autour de ces flux-là qui vont atterrir s'ils atterrissent. Et d'ailleurs, il y a toujours après un effet de boule de neige. Le deuxième sujet qu'il va falloir questionner, à mon avis, c'est la destination des financements en termes de rattrapage versus anticipation. Parce que pour parler de souveraineté, qu'est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on finance nos rattrapages, nos écarts, nos retards, ou bien on finance les nouveaux avantages compétitifs de nos pays respectifs? Donc si on draine des financements pour financer des avantages compétitifs, ben oui, ça c'est intéressant. Mais si on draine des financements et on s'emploie à travailler corps et âme pour pouvoir, en fin de compte, destiner tout cela au rattrapage et au gap qui sont prioritaires, qui sont importants, désolé, il ne s'agit pas d'une croissance souveraine, c'est une croissance peut-être, c'est un rattrapage, c'est une mise à niveau, mais elle est loin d'avoir les conditions de souveraineté que nous recherchons. Donc les décideurs politiques sont appelés à penser en avance ou à l'avance cette équation-là, définir les avantages compétitifs des pays en question pour pouvoir mieux sourcer et pour pouvoir avoir l'effet escompté. Désolé, je ne rentre pas dans les détails. Nous avons plein d'exemples, mais vraiment plein d'exemples sur tous ces sujets-là. Mais j'estime que l'honorable public est suffisamment et bien au-delà, je dirais, un niveau de connaissance qui permet non seulement d'analyser, mais d'interagir avec ces concepts-là. Troisième sujet, c'est la question de toujours dans ce chapitre de la croissance souveraine, c'est la question de bouger de la dépendance vers la négociation. Parce que si vous n'avez pas la possibilité, en tant qu'État, de choisir vos partenaires, vous êtes forcément dépendant.
Si vous êtes dépendant, vous n'allez pas avoir les investissements qu'il faut. Vous n'allez pas pouvoir orienter l'effort vers l'avantage compétitif que vous recherchez. Et donc forcément, les règles du jeu en matière de sélection, en matière de l'orchestration de l'investissement, ne se fera pas dans la direction voulue qui est celle de la croissance souveraine. Et donc, le jour où un pays commence, par le biais des instruments qu'il prépare, parce que c'est du travail derrière, ce n'est pas des volontés seulement, à attirer des structures capables de transformer structurellement son économie, de financer son avantage compétitif, c'est qu'il commence à poser, même partiellement, les règles du jeu. Nous l'avons fait dans un certain nombre de secteurs, et ce n'est pas par hasard. J'arriverai au modèle marocain dans un petit instant. Donc je pense que ces trois glissements conceptuels sont nécessaires pour pouvoir parler, je dirais, correctement, peut-être pas de façon exhaustive, mais au moins correctement, de la croissance souveraine, des flux vers l'architecture économique, du rattrapage vers l'avantage compétitif, et puis de la dépendance dans les partenariats vers la négociation, c'est-à-dire avoir une voie qui permet de travailler tout le reste. Maintenant, le Maroc dans tout ça. Nous avons toujours parlé d'un modèle marocain. Cette fois, exceptionnellement, je voudrais peut-être nuancer mon propos et parler plutôt d'une configuration opérationnelle du Maroc. Un modèle, des fois, c'est prétentieux. Parler d'une configuration opérationnelle où notre pays réussit une articulation spécifique entre plusieurs niveaux. Et vous allez voir que l'effet de cette articulation spécifique, de cette configuration opérationnelle, commence à donner des résultats étonnants et j'estime qu'ils seront plus importants dans un avenir très proche. Je vous dirai pourquoi. D'abord, la stabilité institutionnelle. C'était un titre que nous évoquions toujours dans tous les discours, dans toutes les interventions, comme ça, comme un must-have. Aujourd'hui, on voit que la stabilité institutionnelle n'est plus un luxe ou le dessert sur le gâteau, comme on dit. Avec tout ce qui se passe, notamment au Moyen-Orient, avec les parcours, les routes commerciales, et notamment maritimes, parce que c'est là où l'essentiel se passe. Les alternatives par rapport à un pays comme le Maroc ne sont pas nombreuses. Mais vraiment. Vous pouvez trouver, on en avait parlé tout à l'heure, monsieur le secrétaire général, vous allez trouver des pays développés avec des infrastructures importantes, avec des moyens très importants, mais le facteur confiance ou basculement n'est pas le même. Le meilleur exemple est les deux derniers projets inaugurés par Sa Majesté dans le domaine de l'aéronautique. Notre ami Riyad y a joué un rôle central au service d'une vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Nous sommes partenaires de projets qui transforment le paysage du pays, qui doublent le chiffre d'affaires à l'export, mais ils ne sont pas le fruit du hasard. Le Maroc n'a pas présenté un Excel pour drainer un investissement de cette taille. Les investisseurs qui ont opté pour le Maroc, certes pour des facteurs de productivité, pour un certain nombre de choses, mais leur point de départ était cette stabilité institutionnelle, pas juste en regardant en back-office, mais en nos relations apaisées avec l'essentiel des États du monde. Car pour exporter, il va falloir que vous soyez amis avec presque tout le monde. Et donc ce pragmatisme que le Maroc a développé dans sa diplomatie, auquel il a rajouté des capacités d'action opérationnelles sur le plan du commerce, sur le plan de sa propre production, et naturellement une belle capacité de négociation, avec une politique monétaire qui a prouvé son efficacité, l'ensemble donne quelque chose de très lourd, de très
de très impactant. L'ancrage africain est très important aujourd'hui. Nous le voyons sur plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, je voudrais dire que pour financer une croissance souveraine, la dimension africaine devient très, très importante. La diaspora africaine au Maroc deviendra de plus en plus un élément central dans la transformation économique de notre pays. Économique. Heureusement que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, depuis 13 ans déjà, en 2013, avait donné déjà ses instructions pour le grand projet de régularisation de plus de 50 000 Africains au Maroc. Un projet qui a une dimension humaniste et un ancrage dans l'identité marocaine. Donc nous ne l'avons pas fait pour des raisons économiques ou opportunistes. Aujourd'hui, l'équation économique s'invite par rapport à un certain nombre de secteurs, par rapport à la force de la main-d'œuvre, par rapport à sa spécialisation et par rapport aussi à sa disponibilité en temps et en qualité et en quantité pour des secteurs en particulier. Et c'est un sujet qui va être critique dans les mois et les années à venir. Je ne rentre pas plus dans le détail pour le moment. La diversification industrielle, l'investissement structuré dans le capital humain. Donc, l'articulation spécifique de cette configuration opérationnelle du Maroc, c'est peut-être un peu ça. Mais ce n'est pas que ça. Car cette stabilité institutionnelle est assujettie à une cohésion sociale. Je ne vais pas trop verser dans le social, je suis peut-être le ministre qui travaille le plus dans le gouvernement, de par la nature des fonctions. Mais je voudrais dire que si on a, sur 5 ans, mobilisé plus de 49,7 milliards de dirhams pour financer un dialogue social, à la fois pour le secteur public que pour le secteur privé, dans une logique où chaque secteur qui a connu des négociations a connu également une réforme qui joint l'impact aux ressources humaines et à la classe qui travaille, je pense que c'est une perspective qui est très, très importante. Sauf que, il ne suffit pas de la vouloir, il faut la financer. Il faut la financer. Donc l'architecture économique dont je parlais tout à l'heure est fondamentale. Il faut qu'elle soit très front office, très agressive, côté marché, côté investissement, mais il ne faut pas qu'elle délaisse les Marocaines et les Marocains pour qu'ils prennent part à cette croissance dignement et pour qu'ils sentent que leur pays ne se développe pas au détriment des moins favorisés ou des plus défavorisés. Et cela devient de plus en plus une question centrale dans toutes les démocraties et qui cherchent un équilibre important. Je finis par transformation du potentiel africain. Quand une banque de développement finance une plateforme industrielle, quand un fonds d'investissement finance un corridor logistique, quand un gouvernement structure un écosystème d'énergie renouvelable, la question clé, c'est qui va faire fonctionner et tourner tout cela. Donc nous avons sûrement un problème de compétences à régler. Tous les derniers rapports vous parleront des familles de compétences sur lesquelles il va falloir qu'on investisse de façon beaucoup plus massive et beaucoup plus sélective. La première, c'est tout ce que l'IA ne peut pas remplacer doit faire l'objet d'une priorité en matière de formation. La deuxième, ce sont les compétences numériques et la data, donc tout le reste. La troisième, ce sont les compétences en matière d'environnement et de normes environnementales, parce qu'elles deviennent aujourd'hui des facteurs importants pour l'export. Sans oublier la quatrième compétence qui est celle, naturellement, des compétences techniques, artisanales, industrielles. Et naturellement, la cinquième, c'est celle du management en globalité et le management complexe et le management des projets. Maintenant, la question, c'est qu'un pays comme le Maroc, comment il s'organise? Je ne dis pas que nous réussissons, je ne dis pas que nous sommes en avance ou très en avance, mais je dis que nous avons une vision.
quand nous montons des écosystèmes dans les entreprises, à travers ce qu'on appelle les instituts à gestion déléguée pour ce qui est de la formation professionnelle, qui permettent aux entreprises de définir les cursus que nous sommes incapables, État ou organisme de formation, à définir, parce que nous ne sommes pas en relation, en discussion, en communication avec le marché. Quand ils choisissent ces filières, quand on leur donne l'infrastructure, bien sûr, avec des moyens de gouvernance, avec des logiques de gouvernance adaptées, nous donnons aussi à ceux qui sont en front line la possibilité de définir leurs besoins et naturellement de répondre à ces besoins. Quand Riyad me dit que les moteurs d'avion, en matière de demande, il y en a 11 000 par an qui sont demandés et que les capacités des usines, peut-être un peu moins, et les capacités d'usines ne dépassent pas les 300, 350, vous voyez le gap. Quand vous traduisez cette équation d'offres et de demande sur les compétences humaines, vous allez trouver en bottom line un nombre de personnes à mettre dans la structure avec les compétences Intel sur lesquelles il y a une pression internationale, mesdames et messieurs, pas une pression nationale ou une question régionale. Donc ces sujets-là ne peuvent pas être traités dans des logiques d'offres de formation statiques où les instituts se concentrent sur l'ingénierie pédagogique au détriment de ce que veut le marché. Donc je voudrais dire par tout cela, développer une agilité institutionnelle dans le design de la carte de la formation est fondamentale. C'est la prochaine réforme que nous adopterons, Inch'Allah, d'ici début juin, en matière de formation continue, que nous avons travaillé avec les opérateurs économiques pour transformer le modèle de la formation continue au Maroc, le sortir de son système actuel. Et ce sont des réformes aussi que Sa Majesté a déjà anticipées dans la feuille de route, par exemple, la formation professionnelle dès 2019. Je dis cela en étant conscient que tous les efforts que nous déployons jusque-là ne peuvent réussir que si nous restons sur nos gardes, c'est-à-dire que si nous nous challengeons de façon continue et si nous invitons les territoires à avoir un rôle beaucoup plus important. Je pense que le fameux projet intégré sur les 10 années qui viennent, initié par Sa Majesté, dans lesquelles les régions jouent un rôle central, est aussi une piste que le Maroc pourra faire valoir le temps voulu. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir partagé cette perspective riche et ces éléments d'éclairage, 3 axes, 3 glissements conceptuels, comme vous les avez nommés, toujours dans cette posture d'humilité. Organiser donc les financements et les orienter vers les projets critiques, vers les chaînes de valeur régionales. Également, cette réflexion sur l'impact des projets, ce qu'on en retire réellement en termes de développement des compétences, en termes de développement, la question du choix des partenaires également, et l'illustration de l'expérience marocaine, sa conception opérationnelle et ce focus, mesdames et messieurs, sur la diaspora marocaine, la diaspora africaine qui sera au cœur donc du développement, de la croissance de nos pays, de notre continent, une croissance qui se doit être sociale et humaine. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir planté ces graines de réflexion qui se poursuivront durant les 2 prochains jours. Mesdames